tatouages de croix gammées et des références plus ou moins subtiles à l'idéologie nazie et même des saluts nazis lorsqu'ils pensent que personne ne les voit. Durant la manifestation du comité du 9 mai, les néofascistes ont montré leur proximité évidente avec l'idéologie du Troisième Reich. Et pourtant, ils ont pu défiler en toute tranquillité, entourés d'un cordon de police, alors qu'en parallèle, la manifestation antifasciste organisée en réaction à celle du C9M, elle a été interdite. Alors dans cette discussion, on va essayer de comprendre tout ça. C'est quoi les mécaniques des militants néo-nazis lors de ces défilés? C'est quoi les rapports avec la police, avec l'autorité? Est-ce qu'il y a un deux poids, deux mesures? Et pour le faire, on reçoit Maxime Massé, journaliste spécialiste de l'extrême droite. Salut. Et Pierre Plotu, notre autre journaliste spécialiste de l'extrême droite. Salut. Je voudrais qu'on commence par faire un point autour de cette manifestation du 10 mai organisée par le C9M. Qu'est-ce que toi, Pierre, tu y étais? Qu'est-ce que tu as vu? Comment ça s'est passé? Alors oui, cette année, c'est moi qui y étais. Maxime la connaît très bien aussi pour l'avoir déjà couverte. Chaque année, c'est la même chose depuis des années. Qu'est-ce qu'on en sait? On sait que les organisateurs, et cette année, c'était encore plus transparent que les années précédentes, sont donc les héritiers du GUD. Alors, je ne parle pas du GUD Paris qui a été créé fin 2021. Non, fin 2022, pardon. C'est en décembre parce que la dissolution, c'est en début 2022, la dissolution du GUD après les violences le 5 décembre au meeting de Villepinte. Bref, on parle du GUD historique qui lui est créé en 68, qui est un mouvement déjà néofasciste, marqué par un anticommunisme primaire, celui de l'époque, un antisémitisme aussi, un mouvement ultranationaliste qui porte quelque chose en lui, en tout cas profondément d'extrême droite, et dont toute une génération sera héritière au fil des années jusqu'à aujourd'hui. Les jeunes qui étaient à la manœuvre, on parle de jeunes gens, par exemple Marc de Cacré, Valmeinier, ce jeune nervi bien connu pour avoir mené les violences à Villepinte. Il a été condamné pour avoir multiplié les violences dans les rues de Paris, que ce soit avec les zouaves Paris. On pense aux manifestations de Gilets jaunes, par exemple, quand il y avait eu l'attaque du cortège du NPA. En pleine rue, ultra violente, mais tout un tas d'autres méfaits comme ça, jusqu'à l'agression, la charge contre des journalistes, des consoeurs de l'AFP qui filmaient dans une manifestation anti-vax, ce white bloc qu'avait fondé tout un tas de militants ultranationalistes, etc. Enfin, son parcours est marqué par des violences qui sont connues, qui sont documentées. Et donc Marc de Cacré-Valmeinier, il était dans l'organisation de cette manif? Ah mais très clairement. Enfin, sur place, il a été pas cagoulé, ce qui est plutôt une rareté dans ce type de cortège, dans ce cortège-ci précisément. Un petit pull bleu, une petite chemise avec le col qui dépasse, son jean, ses baskets, et surtout perpétuellement au téléphone, perpétuellement en train de faire des allers-retours pour replacer les gens, à être celui aussi auquel venaient se référer des gens qui dirigeaient par exemple le service d'ordre. Marc de Cacré-Valmeinier dirige donc le GUD. Il était un petit peu en retrait ces derniers temps parce qu'il avait des vrais ennuis judiciaires, notamment cette descente de France-Maroc, dans laquelle il était mis en cause comme un des organisateurs. Bon, le dossier est tombé. Désormais, il n'a plus cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Mais l'année dernière, c'était déjà le cas. Cette fois, c'était à travers Gabriel Lousteau, le fils d'Axel Lousteau, l'ancien trésorier du micro-parti de Marine Le Pen, qui a été condamné pour son rôle dans des dossiers de détournement de fonds dans le cadre de campagne électorale. Gabriel Lousteau, au nom du GUD, qui a été aussi condamné pour des violences commises au nom du GUD, dirigeait déjà cette manifestation l'année dernière, etc., etc. Merci beaucoup de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaît. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Libération. Sachez aussi que c'est une discussion qui est menée en direct sur Twitch, donc vous pouvez nous y rejoindre. D'ici là, je vous souhaite un bon visionnage. Dans le chat, on a Matness qui se pose une question. Les tambours des jeunesses hitlériennes en tête, est-ce que c'est nouveau ou pas? Je le disais un peu plus tôt, c'est pas rare dans ce genre de manif de voir des petits liens entre les manifestants, les militants et l'idéologie nazie. Qu'est-ce que vous avez vu dans cette manif et qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui est rare et qu'est-ce qui ne l'est pas? Alors pour répondre à la question de Madness, là, le fait qu'il y ait 2 tambours en tête de cortège, c'est une nouveauté sur les 5-6 dernières années. Peut-être qu'il y en a eu avant, mais là, effectivement, sur les 5-6 dernières années, c'est la première fois qu'ils avaient sorti ces tambours. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas des tambours qui sont sortis de nulle part. Il y a pas mal de chorales d'extrême droite, des chorales d'extrême droite radicale qui utilisent les mêmes tambours, et c'est pas impossible en fait qu'ils aient été prêtés
aux organisateurs du comité du 9 mai par ces mêmes chorales comme le chœur Montjoie Saint-Denis ou le chœur de l'Oriflamme, qui sont littéralement des chorales d'extrême droite et qui utilisent eux-mêmes ce type de tambour avec les flammes qui sont effectivement la copie des tambours qui étaient utilisés par les jeunesses hitlériennes. Ouais, juste voilà, pour que les gens puissent se rendre compte, c'est assez dingue. Allez, si vous regardez tambour de la jeunesse hitlérienne sur Internet, vous allez voir des affiches nazies avec des enfants qui ont des fiers tambours avec cette flamme. Prenez les images qu'on vous a sorties hier, c'est exactement les mêmes tambours, rouge et noir. C'est hallucinant de voir qu'ils mettent ça sans presque sourciller en tête de manif. Je dirais aussi que ça donnait cette année encore plus une coloration glaçante parce qu'en fait, ils faisaient avancer le cortège au son de ces tambours qui marquaient le pas presque. Alors, c'est ça. Ça rajoutait vraiment ce côté... parce qu'on avait un cortège... Il faut savoir qu'au C9M, donc on a ces 1000 personnes. Cette année, c'était à peu près autant l'année dernière, même si la préfecture parlait de 500 personnes. C'était l'estimation policière de l'année dernière, pour y avoir assisté l'un comme l'autre. Enfin, l'étiage était sensiblement... ils étaient peut-être un petit peu plus nombreux, à 50 ou 100 près cette année. Ça n'a pas fait x2. Par contre, voilà, on a ce cortège qui avance en colonne. Des gens qui sont vraiment rangés, hein, qui tendent le bras pour être sûr d'être bien alignés sur celui de devant, machin, avec les grands drapeaux noirs, et dans un silence complet. C'est pas une manifestation, en ce sens. C'est un défilé d'extrême droite. On a ce silence, et cette année, ce silence, il était brisé uniquement par deux choses. Premièrement, ces tambours qui marquaient le pas, et quand le cortège s'arrêtait, il s'arrêtait. De temps en temps, le fameux slogan néo-fasciste Europe Jeunesse Révolution, qui est le seul qui est autorisé par les organisateurs et le service d'ordre, qui sert de très près ça. Et surtout, par contre, les lazzi, les cris des passants, des riverains, de beaucoup de gens qui s'indignaient et qui le faisaient savoir d'une manière cette année. Moi, en tout cas, j'ai le sentiment que ça a été beaucoup plus prégnant, beaucoup plus combatif de la part sur le parcours, l'accueil qu'on a été fait par les gens qui voyaient arriver cette manifestation. Alors on parle de ces symboles de l'idéologie nazie. Edjosinus réagit dans le chat en disant que Yann Toucourt, qui est donc un vidéaste qui fait des vidéos autour de l'histoire, a fait un short qui présente tous les symboles nazis présents et évidents. Si nous on en parle un petit peu, qu'est-ce que vous avez vu comme symbole nazi ou référence au nazisme dans cette manifestation du C9M ? Déjà, le plus important et le plus visible, parce qu'il est présent sur énormément de drapeaux, c'est la croix celtique. Alors la croix celtique, c'est pas à proprement parler un symbole nazi, c'est un symbole néofasciste qui a été récupéré en fait par l'ensemble des mouvements néofascistes européens, mais qui a vraiment une origine française. Il est créé en fait utilisé la première fois par Pierre Sidos. Pierre Sidos, c'est un des fondateurs d'un mouvement d'extrême droite qui a été dissous, qui s'appelle l'Œuvre française. Et le propre père de Pierre Sidos, c'était un milicien du régime de Vichy qui a été exécuté à la Libération pour des faits de collaboration. Lui-même, il faisait partie d'une organisation de jeunesse d'extrême droite à l'époque. C'est effectivement pas un symbole néo-nazi ou nazi à proprement parler, mais par contre, c'est directement un symbole utilisé par les héritiers de cette mouvance. Donc effectivement, on imagine bien qu'après-guerre, l'utilisation de la croix gammée en tout cas porte au moins préjudice pour les mouvements d'extrême droite qui sont complètement décrédibilisés par leur rôle dans la collaboration. On utilise un nouveau symbole, mais derrière, c'est exactement la même idéologie qu'on retrouve. Et évidemment, si on parle de symbole nazi... Oui, on le montre dans la vidéo. On montre les plus évidents, ceux qu'on a réussi à photographier, mais après, il y a tous ceux qu'on a pu voir aussi, parce qu'il y a 1000 personnes, ça bouge, il y a eu des moments plus tendus que d'autres, etc. Donc, c'est vrai que on n'a pas pu tout capturer, mais donc, il y a effectivement ce tatouage qui a fait beaucoup parler de lui, d'un de ses militants, donc qui a une croix gammée. On a aussi beaucoup de soleils noirs sur les coudes. Alors les soleils noirs, je sais pas comment tu le décrirais. En fait, le soleil noir, c'est un symbole très lié au mysticisme nazi. C'est un enchevêtrement de plusieurs croix gammées. On le retrouve par exemple sur le sol du château de Wewelsburg en Allemagne. Le château de Wewelsburg, en fait, il est utilisé par les SS comme une sorte de quartier général. Et après la guerre, effectivement, il a pris énormément d'importance de par son aspect esthétique et par le fait que c'est pas à proprement parler une croix gammée au sein des mouvements néo-nazis. Oui, puis ça permet aussi de renvoyer à une espèce de mystique néo-païenne qui est très en vogue au lendemain de la Première Guerre mondiale dans la mouvance. Toujours aujourd'hui, même si il y a quand même une dimension religieuse chrétienne
sous l'impulsion identitaire qui revient quand même beaucoup. Donc il y a ça. Il y a aussi tous ces t-shirts avec des slogans hostiles, notamment aux antifascistes. Il y a des t-shirts The White Race, la race blanche. Il y a des t-shirts des différents groupuscules qui sont omniprésents, ou des slogans qui sont omniprésents. Alors, différents groupuscules de partout en France, mais aussi de l'étranger. On a vu beaucoup de pays étrangers, on y reviendra, je pense, qui étaient représentés. On a des marteaux de Thor, on a des cache-coups avec des têtes de mort, des croix celtiques, encore une fois, voilà. Ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est qu'on a, en faisant le montage de la vidéo dont on va vous parler juste après, il y avait notamment des t-shirts avec caché à l'intérieur 88. C'est hyper intéressant de voir comment c'est dissimulé. Alors déjà, expliquez-nous ce que c'est cette référence 88 et pourquoi est-ce que c'est dissimulé. Alors 88, c'est extrêmement simple. Le 8, c'est le H, pardon, c'est la 8e lettre de l'alphabet. Quand on met deux H l'un à côté de l'autre, ça renvoie à Heil Hitler. Donc le salut hitlérien, voilà. Et le 14, en fait, c'est une référence aux 14 mots d'un suprémaciste blanc américain qui, j'ai plus la citation exacte en tête, mais qui renvoie à une volonté de pérennisation de la race blanche et sa supériorité par rapport aux autres. C'est nous devons sécuriser l'avenir de nos enfants blancs, etc. Ça fait 14 words, 14 mots en anglais, et il y avait également 88 lignes, 88 versets, je ne sais pas comment on dit, dans son texte. Et donc on retrouve aussi ce 88 dans cette dimension-là. Des fois on le retrouve associé, 1488. Ça donne cette dimension-là avec cette double connotation. David Lane était un néo-nazi, convaincu, nostalgique du Troisième Reich. Et c'est ça, et ce qui est super intéressant, c'est que dans les images que vous allez voir de la manifestation du 10 mai, on a ces petites références qui sont cachées. Donc là, je prends l'exemple du 88, c'était un t-shirt avec un crâne, et dans l'œil du crâne, il y avait deux 8 bien collés, tout petits, et donc c'est ce qu'on appelle littéralement un dog whistle, un sifflet à chien. Donc peut-être que vous pouvez nous expliquer en 2 mots ce que c'est, pourquoi. Juste si on regarde bien, là, on vous a cité, mis à part la croix gammée, il n'y a aucun symbole nazi au premier sens du terme. Tous sont un petit peu complexes à connaître. Alors, de plus en plus de gens les connaissent, même beaucoup de gens les connaissent, mais pas forcément tout le grand public a conscience du fait que ces codes, ces symboles sont toute la symbolique, toute l'idéologie, qu'il y a derrière. Et donc, voilà, déjà, c'est la première chose, c'est qu'en fait, on a aussi une mouvance qui s'est cachée. Et on le verra après, puisqu'on parlera de cette vidéo. Et nous, on le voit au quotidien, et c'est un peu toute la difficulté de notre métier. C'est quand on dit aux gens, mais oui, mais il a le 1488, par exemple, tatoué sur le corps. Voilà, d'expliquer quelle est la portée. C'est le principe, c'est des messages qui sont très clairs pour ceux qui connaissent la mouvance et qui sont ultra radicaux, mais qui ne le sont pas pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc ça permet de passer des petits Heil Hitler comme ça en soum-soum sans que personne ne le voit. Il y a ces messages cachés, et à côté, il y a ces messages évidents, comme par exemple des saluts nazis. Peut-être le moment de parler de cette vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Libération. Abonnez-vous si vous voulez voir ces révélations. Une vidéo où on a capturé des militants qui se cachaient pour faire des saluts nazis. Oui, il faut expliquer un petit peu le contexte de cette vidéo. En fait, pourquoi déjà il y a cette manifestation qui se déroule début mai tous les ans? C'est parce qu'en fait, à la base, les organisateurs de cette manifestation, ils souhaitent rendre hommage à un militant ultranationaliste français qui s'appelle Sébastien Desieux, qui est mort le 9 mai 1994, alors qu'il était poursuivi par la police, parce qu'en fait, il avait participé à une manifestation qui était interdite par la préfecture de police de l'époque, et il y a eu une NAS, une charge de policiers contre les manifestants d'extrême droite qui s'étaient quand même présentés au point de rassemblement. Et Sébastien Desieux s'est enfui. Il est rentré dans un immeuble de la rue des Chartreux. Donc c'est là où on voit cette petite rue parisienne qui est pas très très loin du Luxembourg, dans lequel on a pu voir les images où ils sont tous rangés en rang. Et en entrant dans cette cour, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé à l'intérieur, mais il a fait une chute mortelle. Il s'est écrasé dans la cour. Il en est mort malheureusement. Et donc tous les ans, en fait, les militants qui organisent ce rassemblement, soi-disant en hommage à Sébastien Desieux, une partie d'entre eux, un peu triés sur le volet, rentrent dans la cour pour faire un hommage un peu plus personnel à Sébastien Desieux. Et ce que nous, on a pu obtenir comme image, c'est ce moment où il rentre dans la cour, donc qui est vraiment un espace privé de copropriété de gens qui habitent là et qui ne sont pas
très très content de voir débarquer tous les ans des néofascistes et des néo-nazis, et c'est là effectivement qui, comme il n'y a pas de journalistes, il n'y a pas de caméra, se lâchent un petit peu plus et font en fait ce qu'ils n'osent pas faire dans la rue parce que ça peut être considéré comme une apologie de crime de guerre, une apologie de crime contre l'humanité, une incitation à la haine raciale, c'est-à-dire des saluts nazis. Faut savoir que c'était une manifestation qui était aussi lourde de sens, cette manifestation de 1994, parce que c'est une manifestation anti-américaine organisée au lendemain d'un anniversaire de la libération de l'Europe, de l'Allemagne nazie, et à la venue, si je ne m'abuse, d'un politique américain. Donc déjà à l'époque, c'était des gens qui considéraient que la libération de l'Europe du nazisme, c'était pas une bonne chose. Rien que ça, la genèse, et on y reviendra aussi, parce qu'après il y a aussi derrière, il y a toute une violence immédiate dans lequel est d'ailleurs très mouillé le FNJ, donc le Front National de la Jeunesse, qui donnera aujourd'hui le Rassemblement National de la Jeunesse, en ligne droite, hein, c'est le mouvement de jeunesse des Le Penistes. Ces gens, enfin cette manifestation en soi, non seulement commémore la mort de ce militant, mais surtout est l'occasion de dire on continue à porter le flambeau pour lequel tu es mort. Ils emploient des termes martyrs, voilà. Rien que ça, et ça renvoie d'ailleurs à cette année dans la cour, il y avait 3 gerbes de fleurs. Un drapeau, une bannière à croix celtique à poser, et 3 gerbes de fleurs, on les a vus, ils installent tout ça, machin, ils viennent. Effectivement, après, dans ces 3 gerbes de fleurs, il y a par exemple un mouvement espagnol, langue que je ne maîtrise pas, donc excusez-moi par avance de mon accent, mais identité et européen. Devenir européen, voilà, pardon. Je sais pas. Avec un accent français à couper au couteau, hein, mes excuses, qui est un mouvement profondément nazi. Ils sont pas néo-nazis, eux. Ils sont nazis. C'est-à-dire que le 20 avril, là, il y a moins d'un mois, ils ont commémoré ce qui aurait été le 135e anniversaire, enfin, ce qui est le 135e anniversaire, pardon, de la naissance d'Adolf Hitler. Le 8 mai, ces gens ont fait des messages pour considérant que ce jour-là, c'était le jour de la défaite européenne. Et non pas la victoire des démocraties sur les dictatures nazies et fascistes. Ce qui est très important, c'est que les gens qui rentrent dans cette cour et qui peuvent se permettre d'amener des couronnes mortuaires, c'est des gens qui sont autorisés par l'organisation du CNFM. C'est pas des gens qui décident d'un coup d'un seul de se joindre à la manifestation. Donc, et ce qu'on vient de dire, les organisateurs du défilé, ils le savent parfaitement. Ils sont abonnés à leurs réseaux sociaux, ils l'ont parfaitement vu. Et par ailleurs, parfaitement assumé. Vous avez repéré qu'il y avait Marc de Quécré-Valmeinier, dont on parlait tout à l'heure, qui est aussi un organisateur de la manif, qui est parmi ces gens qui rentrent dans la cour. Ah, mais c'est un des premiers à rentrer dans la cour. Il fait partie de l'organisation. Il fait partie. C'est même lui. On distingue qu'il a quelque chose dans la main qui dit où poster quoi. Cette couronne de fleurs, on voit au départ de la manifestation, avant le départ même de la manifestation, il est même pas 15h encore, et ils sont encore donc en haut de la rue d'Assas, au croisement de la rue de l'Observatoire et du boulevard du Montparnasse qui descend, c'est une espèce de petite place comme ça. Il y a 2 camions, donc un camion sono et un camion de location duquel ils sortent tous ces grands drapeaux, machin, et les couronnes de fleurs. Ces 3 couronnes de fleurs, elles ont été validées en amont, c'est impossible autrement. Et d'ailleurs, pour y être passé, elles ont été installées ce matin sur le bâtiment juste à côté, qui est le bâtiment de comment ça s'appelle, c'est une université d'architecture, si je ne m'abuse. Ou l'Institut d'archéologie, peut-être. Oui, pardon. D'architecture, je crois. Mais enfin bref, le bâtiment qui est juste à côté, en briques rouges là, qu'on reconnaît très bien. Elles ont été installées ce matin. C'est 3, et le 3e mouvement, donc il y a les camarades français, elle est signée des camarades français, il y a ces nazis, même pas néo-espagnols, et le 3e, ce sont les Allemands de Dritte Weg, la 3e vague, pardon, mes excuses. Je sais pas si tu veux en... Ah bah, c'est un peu pareil, c'est un mouvement authentiquement qui se revendique en fait du national-socialisme hitlérien. Il n'y a pas de difficulté. D'ailleurs, on a pu voir dans la manifestation des t-shirts portés par les membres sur lesquels il y avait écrit National-Socialismus. Ça donne la couleur. Il y a 2 questions. Je ne sais pas si on pourra vous y répondre
ce qui concerne cette cour privée, on a Benoît de Fontenay. Est-ce que les habitants de l'immeuble peuvent pas s'opposer à la présence annuelle? Comment les néofascistes peuvent-ils être assurés d'être dans cette cour depuis plusieurs années? Je sais pas si on peut répondre à ces questions-là. En fait, c'est assez simple. Ils forcent plus ou moins l'entrée. Ils s'installent le matin, ils ont depuis très longtemps les codes de l'immeuble qui n'ont pas beaucoup changé dans ces quartiers-là. Les codes d'immeuble, ils changent pas beaucoup. Et en fait, là, les copropriétaires de cet immeuble, les locataires, ils sont pas du tout heureux de les voir. Mais j'imagine que quand on a une famille, quand on a des enfants et qu'on voit arriver une bande de nervis comme ça qui commence à s'installer dans le hall de son immeuble et que la police n'intervient pas, on n'a pas d'autre choix que soit partir en week-end ce week-end-là, soit rester dans son appartement et attendre malheureusement que la session passe. Mais effectivement, il y a aussi une partie de question de la responsabilité en fait des pouvoirs publics dans ces questions. En 2023, on avait interrogé des riverains, on avait posé la question et eux, ils avaient interpeller, mais quasiment tous les ans, les pouvoirs publics pour leur dire, en fait, nous, on commence à ne plus supporter qu'ils viennent dans la cour. Ils n'ont pas parfaitement le droit de manifester sur la voie publique, mais là, c'est un espace privé. Et en fait, à chaque fois, on leur a répondu que pour éviter des troubles supplémentaires, en fait, on les laissait, ces militants néofascistes, rentrer dans la cour. C'est ce que je trouve hallucinant, c'est qu'on vous a parlé de tous ces signes plus ou moins cachés qui lient le C9M aux idéologies nazies/néo-nazies. Comment est-ce que c'est possible que chaque année, la manifestation soit autorisée? Sachant qu'en plus, c'est ce qu'on vous disait au début, à côté, une manifestation antifasciste a été interdite. Comment c'est possible? Comment ça se fait? Alors, on n'est pas dans le secret des dieux comment ça se passe, les réunions secrètes, sans vouloir faire du complotisme de bas étage, des autorités. Comme l'a dit Maxime, il y a une certitude, c'est que les riverains, il y a les habitants de l'immeuble, mais il y a les riverains, et puis il y a des commerçants à côté. On est dans des quartiers touristiques, des quartiers très chics, mais aussi des quartiers touristiques. Il y a des commerçants qui baissent le rideau ce jour-là, pour ne pas avoir, effectivement, être confronté à tout ça, qu'ils racontent, ou alors des cafetiers qui te disent, mais moi, j'ai pas envie d'avoir un attroupement de ces gens qui viennent après boire des coups, etc., devoir les servir. Voilà. Il y a aussi cette forme de résistance passive, mais qui se concrétise aussi par des alertes envoyées aux autorités. Le trouble à l'ordre public, c'est différent de l'appel à la haine. Alors, toi, tu veux dire, le trouble à l'ordre public, c'est l'une des raisons qui pourrait mener à l'interdiction d'une manifestation, c'est ça ? Il faut bien avoir en tête que le trouble à l'ordre public, c'est pas uniquement des images de violence ou d'affrontements avec les forces de l'ordre ou des groupes antagonistes. Le trouble à l'ordre public, ça peut être simplement l'inquiétude des riverains à un endroit où la possibilité que des propos puissent être prononcés qui contreviennent à la loi. Il y a une jurisprudence assez particulière qui s'applique par exemple à l'humoriste antisémite Dieudonné, qui a vu plusieurs fois ses prestations être interdites pour risque de trouble à l'ordre public avant qu'il ne se produise. On pourrait appliquer à peu près la même jurisprudence au C9M. D'ailleurs, c'est ce qui avait commencé à être fait, parce que il faut remonter, en fait, pour bien comprendre la genèse de ces non-interdictions, il faut remonter à 2023. À 2023, il y a un dépôt de manifestation. La préfecture de police de Paris ne prend pas d'arrêté d'interdiction. Ça crée un tollé parce qu'effectivement en 2023 ils commencent à être un peu nombreux, il y a 600 personnes, il y a des journalistes, des images, il y a des confrères autrichiens qui filment cette manifestation, ça provoque un tollé. Gérald Darmanin, qui est alors ministre de l'Intérieur, se fait interpeller à l'Assemblée nationale sur ce qui vient de se passer parce que les gens sont extrêmement choqués et les élus répercutent cette violence visuelle qu'ont constaté les riverains auprès du ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur dit, en fait, nous, à partir de maintenant, on va interdire par principe toutes les manifestations liées à ce que lui appelle l'ultra-droite. Donc, en 2024, la manifestation, elle fait l'objet d'un arrêté d'interdiction préfectorale. Celui-ci, il est contesté par les organisateurs, ils vont devant le tribunal administratif, le tribunal administratif leur donne raison. Il se passe exactement la même chose cette année, la préfecture prend un arrêté d'interdiction, développe des arguments dans cet arrêté d'interdiction,
Et après, le tribunal administratif donne raison aux organisateurs. C'est ce qui s'est passé cette année. Après, on pourrait discuter du fait que peut-être que les arrêtés préfectoraux de la préfecture de police sont mal pris, ou il y a des choses qui sont difficiles à comprendre dans la justification du tribunal administratif. Il y a pas mal de questions qui sont soulevées sur ce point, je pense qu'on reviendra après, mais en fait, il y a eu quand même une volonté d'interdiction, mais après, on peut se poser la question de savoir si elle était vraiment suivie des faits. Est-ce que c'est ça, elle allait plus loin que la volonté d'affichage? Par exemple, dans l'arrêté de cette année, mais même celui de l'année dernière, ce me semble, en tout cas celui de cette année, les violences qui ont été commises au moment de la dispersion de cette manifestation en 2023. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est tabassé par un groupe d'une dizaine de personnes. Des militants d'extrême droite qui tabassent quelqu'un qui était trop de gauche à leur goût et qui leur a probablement fait une remarque en passant. Ça a été documenté par la presse. C'est connu. Ça a été révélé notamment par Mediapart à ce moment-là, qui en révèle aussi les coulisses. Cette année, ces violences qui sont réelles, qui existent, qui sont documentées, ne sont pas invoquées dans l'arrêté d'interdiction. Alors que c'est quelque chose qui pourrait se reproduire. Notamment parce qu'on a, encore une fois, tout un tas de groupes. Et aujourd'hui, hier, Street Press fait un article qui parle, qui cite notamment une note du renseignement territorial qui est antérieure à la manifestation de cette année et qui dit qu'il y a pas mal d'éléments étrangers qui sont attendus, comme l'année dernière, comme l'année d'avant, qui sont des éléments dont on connaît la radicalité et la violence et qui pourraient, puisqu'ils ne sont pas chez eux, qui sont difficilement identifiables et qui, de toute façon, après, vont repartir dans des pays d'où ils seront très difficilement extradables ou que sais-je, commettre des violences. Après, il y a une autre question quand même, qui est celle des principes, sur lesquels j'ai pas de réponse, mais je pense que c'est important que la question soit posée comme ça, aux autorités en place. C'est celle de, est-ce qu'on autorise, non pas l'extrême droite, est-ce qu'on autorise des nostalgiques du Troisième Reich, des nostalgiques du fascisme, des nostalgiques de ces dictatures sanguinaires, de défiler au nom de l'idéologie qui animait ces dictatures sanguinaires. Si la loi ne le permet pas, je peux l'entendre, je suis pas juriste moi-même, c'est pas la question. C'est pas à moi de le dire, mais si la loi ne le permet pas, pourquoi la loi n'évolue pas ? Pourquoi est-ce que là, on a des discussions, la réponse de Bruno Retailleau, qui a été interpellé aujourd'hui à l'Assemblée nationale par le groupe socialiste et par le groupe insoumis, la réponse de Bruno Retailleau, si je ne m'abuse, a consisté à dire... Pour juste donner un peu de contexte à l'Assemblée nationale, Bruno Retailleau, interpellé par les socialistes et insoumis, sur le fait que cette manifestation s'est tenue dans Paris par des néofascistes, et par ailleurs sur le fait qu'il y a eu des saluts nazis dans cette cour dont on vous parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que Bruno Retailleau a répondu ? En citant le travail de Libération qui révèle ces images pour la première fois, et c'est important de l'avoir fait, c'est ce qu'on dit dans cette vidéo. La réponse de Bruno Retailleau consiste à dire « mais je lutte contre l'extrême droite, j'ai fait déposer des arrêtés par le préfet ». Mais la question de la rédaction de ces arrêtés, elle se pose vraiment quand on voit, mais à Paris cette année, l'année d'avant, mais partout en France, le nombre de la quantité, on l'a écrit sur Libération. À un moment donné, on avait compté. Il y a une large majorité de ces arrêtés qui sont pris, qui sont finalement cassés par les tribunaux administratifs partout sur le territoire. À partir de ce moment-là, moi je veux bien que les services préfectoraux, effectivement, on leur dit, du jour au lendemain, pouf, vous m'interdisez tout, et peut-être que c'est compliqué, trouver le bon chemin, la bonne méthode, etc. Mais je remettrai pas en cause la compétence de ces hauts fonctionnaires. Je pense que c'est pas là que ça se passe. Au bout d'un moment, on finit par apprendre et on trouve la bonne solution. Et si la bonne solution, elle n'existe pas, c'est que dans ce cas-là, ça passe par une évolution de la loi. Non, puis très clairement, il y a une volonté du politique, que ce soit Gérald Darmanin ou Bruno Retailleau, là on l'a vu, en fait, de faire peser la décision auprès de la justice. C'est-à-dire qu'à un moment, le politique n'est plus responsable. Et d'ailleurs, on l'a vu dans sa réponse à la députée socialiste qui l'avait interpellé, c'est de dire, je paraphrase évidemment, c'est pas moi, c'est les juges. Et en fait, on est toujours un peu dans ce deux poids deux mesures où, en fait, il prend des arrêtés qui sont tellement mal ficelés
que le juge ne peut pas faire autrement qu'en respectant le droit français que de casser ces arrêtés parce qu'ils sont pas en fait suffisamment bien argumentés et d'autoriser en fait ces manifestations. Et après, le politique n'a plus qu'à dire en fait, bah oui, mais désolé, moi je m'en lave les mains. C'est la justice qui a autorisé cette manifestation. C'est quand même très facile de la part de Bruno Retailleau d'obtenir cette position-là. Et puis, d'ailleurs, quand on va un peu plus loin. Là, il nous annonce qu'il a fait plusieurs articles 40. Donc l'article 40, c'est la possibilité de saisir en fait le procureur de la République pour, par exemple, dénoncer le fait que les membres du service d'ordre soient masqués, comme c'était le cas l'année dernière, comme c'était le cas en 2023, comme c'est le cas tout le temps. Voilà. Les forces de l'ordre, et notamment la préfecture de police de Paris, sont capables, en fait, à l'instant T, d'interpeller les personnes qui contreviennent à la loi. Ils ne le font pas. C'est forcément une décision de la préfecture de police de Paris. Je veux dire, même si on pourrait nous rétorquer qu'il y a 200 personnes au sein du service d'ordre, alors, là, on a vu pendant les manifestations des Gilets jaunes que les forces de l'ordre étaient capables à Paris d'interpeller 1500, 1600, 2000 personnes. C'est pas un problème d'effectif, c'est pas un problème de place dans les geôles. Ils ont réouvert des geôles sous la préfecture de police de Paris. C'est tout à fait possible. Non, à ce moment, il y a un problème de volonté. Mais justement, qu'on soit très clair, comment ça se passe dans ce genre de manifestation, les relations entre les manifestants et la police? Donc dans ce genre de manifestation néo-fasciste, là, on a quand même vu des policiers les encadrer tout tranquillement, et comme tu le dis, ils ne les arrêtent pas. Est-ce qu'il y a un deux poids, deux mesures par rapport à d'autres manifs? C'est pas à moi de le dire. Moi, je vais raconter ce que j'ai vu. Et après, chacun se fera son avis. Et ce qu'on a vu aussi l'année dernière. L'année dernière, le dispositif policier, il était particulièrement light. Et encore plus l'année d'avant. L'année dernière, en gros, il y avait 2 camionnettes devant, une voiture derrière. Voilà. On en est là. Et donc tout au long du parcours, il y avait personne. Bruno Retailleau l'a dit cet après-midi à l'Assemblée. D'ailleurs, pardon, parce que du coup, je me suis lancé, mais j'ai pas répondu à ta question. Qu'est-ce qu'il a dit? Heureusement, Maxime a rattrapé. L'autre chose qu'il a dit, c'est que cette année, il a donné la consigne pour que soient mis les effectifs suffisants pour encadrer ce cortège. Et c'était vrai. Cette fois, il y avait effectivement, comme on le voit de plus en plus pour un peu toutes les manifestations, comme ça se voyait plus, c'était pas la manière de faire du maintien de l'ordre à la française pendant un certain temps, et c'est revenu, c'est-à-dire d'avoir des forces de l'ordre qui sont au contact, qui encadrent avec un policier tous les mètres, 5 mètres, 10 mètres en fonction d'eux. Voilà. Là, en l'occurrence, on était plutôt sur un policier tous les 10-15 mètres, mais effectivement en tenue anti-émeute, plein de camions devant, plein de camions derrière, des camions qui fermaient le quartier, la Bravem qui était présente, etc. Donc, cette consigne que Bruno Retailleau a dit cet après-midi qu'il avait donnée, c'est-à-dire celle d'encadrer, de déployer les effectifs policiers nécessaires pour encadrer cette manifestation, ils étaient là. Après, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait? Par exemple, quand on descend le boulevard du Montparnasse, c'est le tout début de la manifestation. Il y a des colibés, il y a même des insultes, des « cassez-vous les fachos »,« nazis ». Voilà, moi je considère que ce sont des insultes qui volent de la part de passants, de la part d'un certain nombre de riverains. Il y en a un qui a mis de la musique et qui danse, qui est pas très gentil pour ces gens qui défilent. Il y a une hostilité. Mais ça reste des mots. La situation n'est pas tendue sur place. Moi, je suis même au contact de la manifestation, comme à peu près tous les confrères. Ça se voit, il y a beaucoup d'images qui circulent et je pense qu'elles sont très justes. Donc là, moi, c'est ce que j'ai vécu sur place. On arrive en bas du boulevard du Montparnasse et là, il y a 4 militantes féministes qui surgissent et qui se mettent à 6 ou 7 mètres, littéralement, non pas du cortège, mais de son service d'ordre. Donc on a le cortège qui défile en colonne comme ça par 4, son service d'ordre, des gendarmes mobiles et des CRS, et ces jeunes femmes ces militantes qui surgissent, elles sont assez loin, avec des petites affiches comme ça, et elles disent nous sommes fortes, nous sommes fiers, ce slogan connu féministe, et cassez-vous les racistes. Les policiers les chargent littéralement immédiatement. Je vois sous mes yeux un gendarme mobile, je crois, en tout cas un policier en tenue anti-émeute, qui doit faire une tête de plus que moi et qui fait le double du poids de la jeune femme qu'il saisit et qui la met au sol. Voilà ce qui se passe à ce moment-là. Alors qu'à côté, vous avez effectivement des gens
crâne rasé, tatouage de partout, masqué, ce qui est pas autorisé, avec des gants coquets aussi. On l'a pas peut-être pas suffisamment souligné. Le service d'ordre était équipé pour beaucoup de gants coquets, voilà, pas tous, pour beaucoup. Ce qui est pas autorisé, hein, c'est effectivement considéré comme une arme. Et eux, il n'y a pas de problème. On arrive en bas, boulevard, en bas de la tour Montparnasse, en bas du boulevard du Montparnasse pour tourner après à droite, pour descendre, continuer le parcours. Et là, il y a effectivement des militants, des antifascistes et des passants qui sont réunis et qui, il y a des slogans antifascistes qui sont « La Bravem charge sans ménagement ». Alors effectivement, après, la situation se tend vraiment parce qu'il y a des feux d'artifice, il y a des pétards, il y a des choses. Mais à ce moment-là, précisément, moi, quand je suis là, je vois le service d'ordre du GUD, avec Marc de Cacré en tête, charger des gens, pendant que la Bravem est occupée à repousser des antifascistes, sans que personne ne s'en occupe, et revenir tranquillement dans le cortège. Mais en fait, cette désagréable impression de deux poids, deux mesures, on la retrouve même auprès du tribunal administratif. Dans l'arrêté qui est rendu par le tribunal administratif, on note que, par exemple, pour la manifestation antifasciste qui a été interdite, en préambule de leur décision, les juges des référés notent que parmi les déposants de la manifestation antifasciste, il y a Urgence Palestine. Urgence Palestine, c'est une association pro-palestinienne que Bruno Retailleau essaye de dissoudre actuellement. On voit que ça s'est utilisé comme un argument, alors que l'association n'est pas encore dissoute. C'est déjà très surprenant que ça puisse être un argument pour le tribunal administratif. Mais si on va par là, était présent à la manifestation néofasciste Lyon Populaire, groupuscule lyonnais d'extrême droite, que Bruno Retailleau souhaite également dissoudre, et on n'a pas disons, cet argument qui est repris. De la même façon, et c'est particulièrement troublant dans la décision du tribunal administratif, le tribunal administratif explique que la préfecture de police n'a pas été en mesure d'apporter des éléments suffisants pour préciser qui seraient les militants d'extrême droite radicaux susceptibles de se rendre au C9M. Alors moi je trouve que c'est un peu fort de café parce que j'ai eu l'arrêté préfectoral dans les mains. C'est précisément écrit par les services de Laurent Nunez que cette manifestation est dirigée en sous-main par le GUD. Et la phrase suivante, c'est « Le GUD, Groupe Union Défense, a été dissous en juin dernier, je n'ai plus la date exacte, en raison de la violence de ses militants et de ses multiples appels à la haine. » À un moment, si ça, c'est pas précisé, je suis très surpris, en fait. Toi, tu trouves ça normal, Maxime, que cette manifestation de néofascistes n'ait pas été interdite alors que la manifestation d'antifascistes l'a été ? En fait, moi, je ne sais pas à savoir si c'est normal ou si c'est pas normal. Moi, je pointe juste le fait que je ne comprends pas. Évidemment que les deux manifestations qui revendiquaient le même parcours ne pouvaient pas se tenir toutes les deux au même endroit, au même moment. Il ne faut pas non plus être naïf sur cette question. Par contre, il était tout à fait possible de proposer aux organisations antifascistes qui avaient déposé leur manifestation un parcours différent. Je veux dire, ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps, ne serait-ce que le 1er mai dernier. Le 1er mai dernier, la manif syndicale, elle n'a pas fait Bastille-Nation. Elle a fait un parcours, voilà, elle est partie de Place d'Italie pour aller jusqu'à la place de la Nation. Parce que, en fait, à l'instant T, la préfecture avait préféré ce parcours-là. La préfecture, elle est tout à fait capable de faire manifester à la fois les néofascistes et les antifascistes. En fait, c'est son rôle de maintenir l'ordre. Et t'as tout à fait raison dans ce que tu dis. En fait, la question, c'est celle d'un droit constitutionnel. Dans la hiérarchie des normes, c'est quand même au-dessus de tout. Cette liberté de manifester, de défiler et d'exprimer ses idées. À partir du moment où ça ne tombe pas sous le coup de la loi, etc. Par exemple. Mais dans l'absolu, il n'y a pas de salut nazi dans le C9M sur l'espace public. Ou en tout cas, on ne les voit pas, ça n'a pas été documenté. Voilà. Moi, je pense que tout le monde, à la fois est dans son rôle et à la fois est de bonne volonté. Tu le dis. L'arrêté, il mentionne des choses que le juge dit qui sont manquantes, mais en fait, un juge des référés ne juge pas la forme, mais le fond. C'est une spécificité aussi. Et il se retrouve dans l'urgence.
Parce que saisi la veille au soir, faut rendre un arrêté et il y en a plusieurs parce que ils ont pas que ces 3 dossiers-là qui tombent. Hein. Et en plus, il y en a 3 dont ils sont pas forcément spécialistes, etc. On est en plus dans un week-end de pont. Enfin, bref, on est dans un contexte où il faut rendre tout de suite une décision où on a, d'un côté, quand on est à la fois la préfecture, il faut pouvoir matérialiser un maximum d'éléments, ne pas se tromper. Et quand on est le juge, retenir, juger en fonction de, encore une fois, sur la forme et pas sur le fond, ce qui est la spécificité du juge des référés, avec en tête, est-ce que je contreviens à un droit constitutionnel ? La question, encore une fois, c'est quand même celle de, est-ce que la loi doit évoluer ? Est-ce que, parce que des troubles à l'ordre public, samedi, il y en a eu, d'un côté comme de l'autre. Enfin, je veux dire, ces gens ont suscité un émoi, un trouble à l'ordre public par leur simple présence dans la rue. Je voudrais juste faire une toute petite aparté parce qu'on a Camillette dans le chat qui se pose une question. Est-ce qu'à cette manifestation, il y avait des représentants du Rassemblement national ? Alors, on n'a pas regardé sous toutes les cagoules. Et Dieu sait qu'il y en avait. A priori, non. Par contre, il y a des gens qui ont été longtemps proches du Rassemblement national qui étaient présents. Déjà, premier point, la manifestation, elle a été déposée en préfecture par Maëlys de Cibon. Alors, Maëlys de Cibon, elle n'est pas très connue, mais elle a été pendant assez longtemps la collaboratrice parlementaire de 2 députés du Rassemblement national et d'une députée du parti d'Éric Ciotti, l'Union des Républicains. Elle a arrêté cette fonction en octobre dernier parce que, essentiellement, nos confrères de Street Press avaient révélé qu'en fait, Maëlys de Cibon, en plus de son adhésion au Rassemblement national, était membre d'un groupuscule néofasciste parisien qui s'appelle Luminis Paris. Ce groupuscule, qui fait des maraudes réservées aux Blancs, dont un document BFM avait montré qu'une des membres expliquait que Hitler était quand même un type qui avait fait des bonnes choses pour l'Allemagne. Enfin, vraiment, on est sur des gens d'une extrême radicalité. Et ben voilà, donc déjà, on a cette personne qui a été extrêmement proche du RN. Ensuite, parmi les porte-paroles, parce qu'effectivement, la manifestation, pour la première fois depuis longtemps, avait des porte-paroles. On avait un jeune homme qui s'appelle Raphaël Ferron-Lagier, dit Raphaël Emma, qui a lui-même aussi été, mais alors vraiment très très peu de temps, un collaborateur parlementaire d'un député RN. Il n'est pas resté longtemps parce que à Libération, on a révélé très rapidement qu'il avait des accointances extrêmement importantes avec des groupuscules d'extrême droite et lui-même notamment était porte-parole du groupuscule néofasciste Ténésoun, qui l'avait participé à une conférence pro-nazi à Madrid, en Espagne. Oui, en fait, il y a des gens. Et puis, il y avait aussi, évidemment, Axel Lousteau. Axel Lousteau, c'est un ami personnel de Marine Le Pen. Il était déjà là en 2023. C'est un ancien prestataire de service du Rassemblement national. Il est revenu. Il était trésorier du micro-parti Jeanne de financement de la campagne de Marine Le Pen en 2014 et à d'autres élections. Oui, en fait, il y a des gens qui ont un moment orbité autour du Rassemblement national. Et j'irai même plus loin. En fait, il y a aussi Jean-Philippe Tanguy, par exemple, un des porte-parole du Rassemblement national, une de ses figures médiatiques, pour dédouaner immédiatement le Rassemblement national, parce que tout ça, c'est l'extrême droite. On a coutume et on travaille dessus tous les jours. Je vous renvoie aux brebis galeuses, à tous ses collaborateurs. Extrême droite, c'est une grande famille qui a de multiples branches. Pour dédouaner immédiatement le Rassemblement national, Jean-Philippe Tanguy a dit mais Marine Le Pen, sur Twitter, avait réclamé la dissolution de ces groupes, il faudrait interdire, etc. Quand on interroge le Rassemblement national sur les brebis galeuses, on passe dans un tunnel, il passe dans un tunnel, on n'a jamais de réponse. Quand on interroge le Rassemblement national sur tous ces collaborateurs qui viennent des contingents de la radicalité, ils passent dans un tunnel, il n'y a jamais de réponse. Et ça, ils n'en parlent jamais, ils ne commandent jamais, ils ne réagissent jamais. Là, dans la mouvance, on a bien vu aussi immédiatement, par exemple, Raphaël Emma, ce militant de Ténésoun, réagir en disant... en gros, attention Jean-Philippe, quand il s'agit d'embaucher nos troupes pour aller coller dans les quartiers nord à Marseille, ça te gêne pas. Et là, tu viens demander la dissolution de nos groupes, machin. Attention. Et je pense que cette réaction-là, à laquelle Jean-Philippe Tanguy, sauf erreur de ma part, n'a pas réagi. Je suis bien gardé de répondre. Voilà. Et à Marseille, on pourrait citer alors l'exemple de quelqu'un qui
à la fois n'est pas au RN et est dans son orbite, qui y a été et qui reste pas très loin. On parle de Stéphane Ravier, qui était parti chez Reconquête, etc. Stéphane Ravier, son micro-parti, puisque désormais il a plus d'autres mouvements auxquels il est vraiment rattaché, même s'il reste toujours dans la famille de l'extrême droite. Marseille d'abord, si je ne m'abuse, a son propre groupuscule en fait. C'est-à-dire que le mouvement de jeunesse de Marseille d'abord, qui est le parti de Stéphane Ravier, s'appelle Défends Marseille. Défends Marseille, c'est en gros le groupuscule identitaire marseillais local. Il y a vraiment une porosité très importante et effectivement la réaction de Jean-Philippe Tanguy, elle est symptomatique de quelqu'un qui est quand même un petit peu emmerdé de voir défiler des gens qui appartiennent à sa famille politique et qui provoquent beaucoup d'émoi. Je voudrais reprendre cette discussion avec des commentaires qu'on voit beaucoup autour de cette manifestation. Par ailleurs, il y a notamment quelqu'un dans le chat en ce début de stream qui a fait quelque chose du même ordre. Des gens qui disent que au moins dans cette manif de néo-fachos, il n'y avait pas de casseurs, il n'y avait pas de choses qu'on brûlait et tout, c'était dans le calme, dans le respect. Est-ce que les néo-fascistes, le 10 mai, étaient dans le calme et le respect ? Non. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des gens se faire insulter. J'ai vu des gens réagir, par exemple, au tout début, avant que la manif parte, il y a effectivement des gens qui sont venus lancer des slogans antifascistes à distance, pas au contact. Ces gens ne sont pas venus au contact. Et là, il y a eu une espèce de grondement, et il a fallu que le service d'ordre, et d'ailleurs qui a été rappelé immédiatement à l'ordre, se déploie et tourne le dos à ceux qui étaient les plus hostiles, c'est-à-dire les militants antifascistes, pour retenir sa masse. L'idée de ce truc-là, et on l'a vu par exemple dans cette agression dont on parle de 2023, la réaction des chefs dans la mouvance a été de dire « vous refaites pas ça parce que sinon ça va donner des arguments aux autorités pour nous interdire ». Ces gens sont très conscients du fait qu'ils sont très observés et moi je pense, pour l'avoir vu, l'année dernière, cette année, les années d'avant, le service d'ordre en permanence rappelait aux gens, on ne répond pas, on se tait, on reste droit, on ne répond pas aux provocations, vous bougez pas, etc., etc. Ce qui n'a pas empêché, d'équilibrer néanmoins. Oui. J'ai entendu une dame dire, faire une remarque islamophobe à voix haute, j'étais à une dizaine de mètres, suffisamment fort pour que je l'entende, à propos des gens qui exprimaient leur hostilité à ce truc-là. Et puis, le 1er mai cette année à Paris, j'ai pas souvenir du fait qu'il y ait eu de la casse. Il n'y a que les manifestations d'extrême droite qui se déroulent sans casse. Et tu nous parlais juste avant d'une charge quand même. Ah bah oui, voilà. Et c'est vrai que si je l'avais pas vu, et c'est vrai qu'à ce moment-là, je suis un peu tout seul parce que, en fait, j'étais bien avant, j'observais ce qui se passait avec ces 4 militantes féministes dont on a parlé, et j'entends des pétards. J'entends qu'il se passe quelque chose 200 mètres plus loin, et donc je pars en courant. Et je me retrouve effectivement au milieu d'un maelstrom avec une charge de la Bravem, avec des pétards, avec des fusées, un cortège qui continue d'avancer avec un SO qui sert vraiment on avance, ça bouge pas, et un Europe Jeunesse Révolution qui tonitruant, qui résonne. Voilà, on est dans une espèce de bouillonnement, et c'est effectivement cette charge qui part à ce moment-là. Les gens qui étaient, de ce que j'en ai vu moi, visés par cette charge, sont partis. Donc il y avait eu d'affrontements physiques à ce moment-là, mais il y a eu effectivement une charge. Et puis, au-delà de ces manifestations où nécessairement ces groupes d'extrême droite se présentent au grand public, évidemment qu'ils vont essayer de se tenir. Pour autant, c'est pas des agneaux, ces groupuscules néofascistes, Maxime. Non, mais très clairement, là, effectivement, ils présentent quand même le côté, et Jean-Hugues Ganal l'a fait sur une radio d'extrême droite matin. Donc, Jean-Hugues Ganal, c'était un des porte-parole de la manifestation, qui est donc l'ancien leader de l'Alvarium, un autre mouvement d'extrême droite dissous à Angers pour le racisme et la violence de ses militants. Il y a eu son propre frère qui a fait plusieurs passages en prison pour des agressions violentes, y compris contre des policiers. Pour ces gens qui sont si attachés à l'ordre, parce que ce policier avait le malheur d'être guadeloupéen. Donc voilà, il faut bien partir du principe que si cette manifestation n'est pas violente, parce qu'en fait c'est leur manifestation annuelle et qu'ils font des efforts considérables, comme le dit Pierre, pour tenir leurs troupes, pour qu'il n'y ait pas de violence en marge, et pourtant il y en a déjà eu en 2023, c'est qu'ils sont tout à fait capables de faire complètement autre chose quand ils ne déposent pas la manifestation. Ouais, t'as un exemple ? Par exemple à Saint-Brévin. À Saint-Brévin, il y a eu plusieurs manifestations d'extrême droite il y a 2 ans pour s'opposer contre le déplacement à l'intérieur de la ville
d'un centre d'accueil pour personnes qui sont des demandeurs d'asile. Il y a eu des manifestations d'extrême droite organisées par des associations locales auxquelles se sont greffés des gens qui participent au CNFM. Et là, ils venaient pas tout à fait pour manifester en rang dans le silence. Ils venaient pour s'en prendre aux contre-manifestants. Et pendant toute l'après-midi à Saint-Brévin, ils ont joué au chat et à la souris avec les forces de l'ordre pour essayer d'échapper aux forces de l'ordre qui les encadraient, pour aller s'en prendre à des gens qui étaient des contre-manifestants, qui venaient soutenir le projet de déplacement de ce centre d'accueil de demandeurs d'asile. Et on a eu ça aussi à Callac, par exemple, où on avait exactement la même problématique, qui était l'installation d'un centre de demandeurs d'asile. Ces mêmes militants qui participent au CNFM, qui étaient venus aussi chasser les contre-manifestants. Mais c'est de la même façon que à Romans-sur-Isère, il y a aussi des gens qui ont participé au CNFM, qui ont fait une descente raciste dans le quartier de la Monnaie pour soi-disant venger Thomas Perotto. Je dis soi-disant parce qu'en fait, leur but, c'était juste de casser de l'arabe. C'était leur projet. Ils avaient aucune idée de ce qu'ils allaient faire. Par contre, leur projet, c'était la première personne racisée qu'ils allaient croiser, ils allaient le défoncer. Et là, effectivement, la police a bien fait son rôle. Ils ont réussi à les stopper avant qu'ils entrent dans les quartiers de la Monnaie. Mais oui, en fait, il faut arrêter de croire que là, on a eu une bande d'agneaux sympathiques. Alors certes, un peu néo-nazis, mais mon Dieu, pas violents. Donc, on peut leur faire confiance pour manifester. Non, en fait, c'est des gens qui, tout le reste de l'année, en fait, ont pour projet politique de s'en prendre à leurs adversaires à la fois politiques et ce qu'ils considèrent comme leurs adversaires naturels, c'est-à-dire les personnes d'origine étrangère ou étrangère. Marc de Cacré, on l'a rencontré. On l'a eu en face de nous, on a parlé avec lui. C'est quoi ton projet? Pourquoi tu fais ça? C'était au moment des Zouaves Paris, il est encore tout jeune, hein. On est en 2019, si je ne m'abuse. Il le dit très clairement, alors qu'on est journaliste en face de lui et qui sait que c'est en vue d'un article, reprendre la rue à ce qu'il appelle les gauches. Par la violence. Que l'extrême droite puisse de nouveau tracter tranquillement dans la rue, exprimer ses idées, et qu'à l'inverse, les idées progressistes n'y soient plus les bienvenues, faire régner la terreur. Et d'ailleurs, ça se voit dans l'activisme du GUD. L'essentiel de la propagande consistait à recenser les actions violentes. Encore le 1er mai, le GUD est dissous. Le GUD Paris, est dissous. Cette branche, ils avaient réactivé pas le GUD, tant que ça, ils avaient réactivé le GUD Paris. Et c'est le GUD Paris qui a été dissous, pas le GUD. Et d'ailleurs, ils ont déjà recréé, on l'a déjà écrit dans Libération, Hussard Paris et Yamna Squad, le groupe de bagarre attenant qui sert à revendiquer les violences, parce qu'ils déploient aussi ce genre de stratégie désormais, alors que ce sont les mêmes personnes, mais qui revendiquent sous un nom ou sous un autre en fonction du type d'activité, d'actes auxquels ils se livrent. Mais le 1er mai, il y a un syndicaliste d'une trentaine d'années qui est avec sa compagne, qui quitte le parcours parce qu'il va rentrer chez lui, il habite en banlieue, donc il va prendre son métro pour aller à la gare, pour prendre son train de banlieue comme tout le monde. Il a un t-shirt effectivement antifasciste, avec marqué antifasciste, il croise 2 personnes dans la rue. On l'a eu au téléphone, il nous raconte, il dit « Je suis avec ma copine, on discute, il fait beau, on rentre. » Plus, il passe par l'avenue Henri IV où il y a la caserne de la garde, une des casernes de la garde républicaine qui est là. Et l'Antifa. Il dit « Oh, fais pas attention, je marche avec ma copine. » Il se sent même pas visé, en fait. L'Antifa... C'est-à-dire que quelqu'un l'appelle et le dit « Hey, salut l'Antifa » ou je sais pas. Non, l'Antifa. Et soudain, 2 hommes se plantent devant lui. Un petit peu en retrait, qui a déjà sorti son téléphone et qui est en train de filmer. Et le premier, il fait « Moi, c'est GUD Paris » et boum, il le tape. Voilà ce qui se passe. Et ce jeune homme raconte, qui est donc militant syndical de la CGT, raconte que, en fait, il riait en l'agressant. Et que son objectif, c'était de lui enlever son t-shirt, de lui prendre ce trophée pour derrière en faire un outil de propagande avec la vidéo de l'agression filmée par le complice de ce monsieur, en faire un acte de propagande en ligne, parce que l'essentiel de l'activité politique de ces gens, c'est ça. Avant de nous quitter, moi, il y a quelque chose, je voudrais élargir un petit peu et comprendre, est-ce que ces groupuscules néofascistes font régulièrement ce type de manifestation, entre guillemets dans le calme, où ils font en sorte de se tenir, ou est-ce que c'est unique à ce comité du 9 mai? Comment ça se passe? Alors, il y a 2 choses. Une manifestation de cette ampleur, c'est-à-dire avec à peu près 1000-1200 militants, il n'y a que le comité du 9 mai qui est capable de le faire.
En France, hein, entendons-nous. En Italie, en Allemagne, ils peuvent être beaucoup plus nombreux. Et en Europe de l'Est, encore plus. Par contre, effectivement, c'est vraiment la manifestation qui est un événement, une occasion récurrente. Elle a lieu tous les ans. Il y a assez peu d'autres manifestations des groupes néofascistes qui sont récurrentes comme ça. Il y a quelques groupes identitaires qui commencent à s'y mettre dans quelques villes de France, par exemple Rouen, par exemple Nancy. Il n'y a pas du tout cette influence. Par contre, on peut retrouver à l'occasion de faits divers des petites manifestations vraiment avec une centaine, voire moins d'une centaine des fois, membres de ces groupuscules qui vont en fait tenter de s'approprier un fait divers parce que l'auteur suspecté ou présumé serait une personne d'origine étrangère ou étrangère. C'est vraiment leur seul rendez-vous annuel depuis que le Rassemblement national ne fait plus sa fête de Jeanne d'Arc. C'est ça. Et il y a effectivement une dimension presque manif sauvage dans certaines. On l'a vu à Lyon, où on a 150 nervis violents hein, qui prennent la rue sans avoir rien déclaré, qui déploient leurs banderoles, qui crient des slogans racistes, qui sortent des fumigènes. C'est la nuit, ils sont masqués. Les gens qui voient ça, c'est inquiétant. Et en plus, c'est très souvent émaillé de violence. Après, il y a quand même, et c'est vrai que là, des fois, il y a des destructions de bars, de trucs comme ça. Ça arrive. Il y a des agressions, il y a des coups de couteau, il y a de la destruction de mobilier urbain ou d'attaques effectivement de commerce. Et ça, je veux dire, il suffit d'ouvrir un journal assez régulièrement où Google est votre ami, d'aller faire des recherches, vous le retrouverez. Mais il y avait aussi, le lendemain, il y a l'Action française qui a manifesté. Où on a donc l'Action française, c'est le plus ancien mouvement d'extrême droite en activité. Hein, ce sont les royalistes. Eux, ils sont pour le retour du roi. Ils n'aiment pas la République, ils veulent une monarchie en France. Et il y a été entendu notamment le slogan « Tout le monde déteste la République ». Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est entendable dans l'espace public, etc. C'est moins médiatisé, mais quand ça l'est, ça crée aussi de l'émoi, généralement. Il y a ça, il y avait, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, alors ça existe encore, c'est compliqué, ça a moins d'influence, etc., la Sainte-Geneviève. Il y avait, donc c'est à Paris, une manifestation à l'occasion de la Sainte-Geneviève, donc c'est début janvier. Début janvier, oui. C'est beaucoup plus court, il y a moins de monde. On est sur un mouvement identitaire. Voilà, donc c'est pas les néofascistes. Et il y avait à Lyon, là où par contre il y avait c'est ça, plus d'intrication entre les différents mouvements, ce qui est de plus en plus vrai d'ailleurs aussi partout en France. Hein, au final, la mouvance a quand même tendance à, quand bien même elle est éclatée à travers une multitude de mouvements, à se rassembler sur des fondamentaux et à faire avoir de plus en plus de passerelles entre les différentes familles de l'extrême droite. À Lyon, il y avait la Fête des Lumières qui était réappropriée aussi, qui était l'occasion pour les identitaires locaux et les néofascistes, voire les néo-nazis violents locaux, de se greffer à ce cortège. Les autorités ont su faire en sorte que ça s'arrête. Par des arrêtés préfectoraux. Ce que là, ils n'ont pas réussi à faire. Merci beaucoup, Pierre et Maxime, pour tous ces éclairages. Merci à toi, Corentin.